soir, le cauchemar a duré si longtemps qu'on est presque surpris de voir les libérations se succéder si rapidement pour les otages du Liban. Après Joseph Sicipio hier, l'Américain Alan Steen a retrouvé la liberté aujourd'hui. Il a été détenu pendant près de 5 ans par le djihad islamique. Lors de sa première conférence de presse, il a annoncé la libération très proche du dernier otage américain, Terry Anderson. C'était à Damas en début d'après-midi. Joël Hazard. Même décor, mêmes acteurs qu'hier au ministère syrien des Affaires étrangères. Mais un nouvel homme libre, c'est Alan Steen, 52 ans. L'ex-otage est manifestement choqué. Selon divers témoignages, ses ravisseurs l'ont sauvagement battu après sa tentative d'évasion il y a 4 ans. Cet ancien professeur de journalisme au Beyrouth University College a passé 1774 jours de détention dans les geôles du djihad islamique. Il avait été enlevé en janvier 87 avec 3 autres enseignants américains. Je ne peux pas trouver les mots pour exprimer ce que je ressens, dira-t-il, sinon que c'est merveilleux. Alan Steen est tout à la fois au bord du rire et des larmes. Il trébuche sur les mots, il a du mal à se souvenir des noms d'otages rencontrés en captivité. Mais ce dont il est sûr, c'est que le dernier otage américain, Terry Anderson, sera libéré dans une semaine. Ses ravisseurs le lui ont dit. Le douloureux dossier des otages américains devrait donc se refermer rapidement. Téhéran aurait donné aux kidnappeurs l'assurance qu'ils ne seraient pas inquiétés. Mais plus difficile à négocier la libération des 2 otages allemands. Leur sort est lié à celui d'Ali Hamadeh, responsable du détournement du Boeing de la TWA. Il purge en Allemagne une peine de prison à vie. Et on l'apprend à l'instant de sources bien informées à Beyrouth, Terry Anderson pourrait en fait être libéré dès demain. En France, c'est un autre dossier concernant le Liban qui est en voie de règlement. L'enquête sur le fichier des 85 opposants au régime d'Elias Raoui est allée très vite. C'est un brigadier chef du commissariat du 16e arrondissement qui a remis cette liste à l'ambassade du Liban à Paris. Il a été suspendu immédiatement. Clément Veyrenal. L'affaire de la liste franco-libanaise est-elle terminée? Après 3 jours d'enquête, l'IGS, la police des polices, a en tout cas identifié l'auteur de la fuite. Le brigadier-chef Jean-Pierre Verhaeghe, affecté au commissariat du 16e arrondissement de Paris, a reconnu avoir transmis la liste des manifestants libanais et français à Wissam Chami, un fonctionnaire très discret de l'ambassade du Liban à Paris. C'est une affaire que je considère comme très grave. C'est pourquoi ce policier a été immédiatement suspendu. C'est pourquoi il sera traduit devant le conseil de discipline et nous demanderons sa révocation. Et c'est pourquoi je transmettrai ce dossier à la justice. Le brigadier-chef a-t-il agi de sa propre initiative ou a-t-il été encouragé par des supérieurs hiérarchiques? L'enquête n'est pas terminée, précise-t-on au ministère de l'Intérieur. Du côté des opposants libanais, dont les noms ont été communiqués à la police libanaise, on laisse entendre qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé. Nous voulons et nous exigeons, d'après ce que nous avons comme renseignement aujourd'hui, que les gens de l'ambassade du Liban soient entendus. Apparemment, il y a des relations très étroites d'une façon régulière avec la police française. Nous voulons que ces gens-là soient encore entendus. Vous pensez qu'il y a eu d'autres cas similaires de transmission d'informations? Aujourd'hui, M. Abdo dit dans la presse qu'il a 2000 noms. Donc nous avons des craintes qu'il y ait d'autres listes qui ont été transmises au régime au Liban. Les opposants libanais se déclarent ce soir inquiets de l'utilisation qui pourrait être faite du document communiqué à Beyrouth. De son côté, le ministre de l'Intérieur Philippe Marchand a annoncé qu'il recevrait demain les opposants libanais pour les informer des mesures que le gouvernement français compte prendre afin d'assurer leur sécurité. Mikhaïl Gorbatchev, très alarmiste, le numéro 1 soviétique craint un nouveau putsch. Il évoque aussi la possibilité d'une guerre civile et d'une catastrophe pour toute l'humanité si l'Union soviétique se désintègre. Il a lancé un appel pressant aujourd'hui aux députés, mais l'Ukraine qui a voté son indépendance dimanche ne semble pas vouloir revenir en arrière. L'Ukraine qui représente une grande puissance économique. Pascal Verdeau. Et maintenant, où va la nation ukrainienne ? Passé l'euphorie du vote massif en faveur de l'indépendance, oui à l'Europe, y compris chez la population russe de Crimée, oui en fait à une économie qui marcherait, l'Ukraine à la croisée des chemins. Le nouvel homme fort du pays, ex-secrétaire communiste à la propagande, reconverti en démocrate nationaliste, affiche encore un sourire éblouissant. Il est l'homme qui a dit non au traité de l'Union proposé par Gorbatchev, véritable camouflet au président soviétique, et celui qui a prononcé l'acte de divorce avec l'Empire russe. Mais demain, il lui faudra désamorcer d'épineux litiges frontaliers. Au sud-ouest, la Roumanie réclame la restitution de la Bessarabie. En Crimée, une partie de la population revendique le rattachement de la Crimée à la Russie. Enfin, comme son homologue Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk
devra mettre en route la réforme économique. Pari difficile, passer d'une économie à la soviétique à l'économie de marché, la popularité du président ukrainien bientôt dans la tourmente. La Pologne ou encore le Canada ont reconnu très vite l'indépendance de l'Ukraine, mais d'autres pays sont beaucoup plus prudents et attendent d'avoir des assurances, notamment sur la maîtrise de l'arsenal nucléaire. Pierre Babet. Images volées sur une base ukrainienne. Dans les soutes de ces bombardiers Blackjack, certaines des quelques 3000 têtes nucléaires détenues par la nouvelle République indépendante. Car l'Ukraine possède déjà toute la panoplie nucléaire, des milliers de munitions tactiques, 176 missiles stratégiques répartis sur 2 bases, le port de Sébastopol et ses navires nucléaires, et enfin la plus grande usine d'assemblage de missiles de toute l'Union soviétique. Alors question, après le vote de dimanche, qui contrôle encore tout cet arsenal et surtout l'Ukraine sera-t-elle la 3e puissance nucléaire mondiale? Qu'une procédure de contrôle, aussi rigoureuse soit-elle, n'est infaillible dès lors que est mise en cause la légitimité de l'autorité détentrice du pouvoir d'en faire usage, a fortiori en cas de vacance du pouvoir. Je crois en effet que les autorités ukrainiennes disposent dans un délai relativement court des moyens techniques d'acquérir la maîtrise des armes nucléaires stratégiques qui sont déployées sur le territoire de l'Ukraine. C'est-à-dire de devenir une puissance nucléaire à part entière. Tout à fait. Horrifiée par le désastre de Tchernobyl, l'Ukraine dans un premier temps a dit non au nucléaire, même militaire. Mais les nouveaux maîtres de Kiev pourraient vite comprendre le poids et le prix qu'ils peuvent retirer des dépouilles nucléaires de l'ancien empire. Depuis quelques mois, la police allemande, on le sait, est confrontée à une montée de la violence raciste. Une vague d'arrestations a eu lieu aujourd'hui au sein des milieux d'extrême droite dans plusieurs villes de l'ex-Allemagne de l'Est, comme Dresde. Dresde, où a eu lieu la plus grande manifestation néo-nazie le 15 juin dernier. Pourtant, ces groupuscules sont marginaux et mal organisés. Reportage de nos envoyés spéciaux Caroline Sins, Joseph Tual, Alexis Toutain. Ici, la guerre n'est pas seulement un souvenir, mais une plaie béante au centre de la ville. En février 1945, Dresde est bombardée par les Alliés. Bilan, plus de 250 000 morts, 2 fois plus qu'à Hiroshima. Une histoire effacée et réécrite par 40 ans de communisme. Aujourd'hui, les habitants se cherchent une identité. Leur nouvelle liberté a un prix, celui d'une économie à reconstruire. 10% de la population est au chômage, parmi eux de nombreux jeunes. Beaucoup sont devenus extrémistes de droite. Ces jeunes, qui ont pour la plupart entre 14 et 17 ans, ne suivent pas de véritables lignes politiques. Ils n'ont que des notions d'ordre, de propreté. Ils veulent arrêter la prostitution, refusent la hausse des prix. Ces jeunes, une centaine environ, sont divisés en 4 groupes. Ils vivent dans ces banlieues sinistres, ghettos hérités du communisme. En mai dernier, leur leader, Rainer Sonntag, est assassiné devant ce cinéma par des gens du milieu. Crime crapuleux ou meurtre commandité, Sonntag avait déclaré la guerre aux sex shops et bars de nuit. Depuis, beaucoup ont fermé, d'autres négocient. J'ai invité ces gens pour qu'ils visitent mon bar et voient que c'est un bar tout à fait normal, avec des activités normales. Nous avons passé un contrat. Aucun étranger ne doit travailler ici. C'est pour cette raison que je n'ai pas de problème. Bert et Mike sont des nationalistes. Ils ont 20 ans et travaillent dans ce bar. Mike, chômeur et chef de bande. Le voici en mai dernier lors de l'enterrement de Rainer Sonntag. Depuis, il s'est laissé pousser les cheveux, mais a gardé ses convictions. Je suis nationaliste de droite, un véritable nationaliste allemand. Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, c'est défendre la culture allemande, c'est combattre le cosmopolitisme qui s'est implanté dans notre pays, combattre ces gens qui nous imposent une culture étrangère. L'an dernier, Mike militait à la Deutsche Alternative qu'il a quittée. Bien qu'il refuse le qualificatif de nazi, Mike lit Mein Kampf, l'approuve et en défend les thèses. Pour moi, les Juifs sont dangereux. Leur croyance est dangereuse. Ils ont laissé mourir le Christ. De plus, ce sont des gens qui ne s'intéressent qu'à l'argent et au commerce. On ne veut pas refaire comme les nazis autrefois. Nous voulons autre chose. Mais il y avait beaucoup de points positifs dans le programme national-socialiste qui a été emporté par la guerre. Aujourd'hui, ces jeunes extrémistes sont encore marginaux et inorganisés. Le danger, qu'ils trouvent un chef ou qu'un parti les structure. Les candidats sont nombreux en Allemagne, lequel réussira?
Au Togo, les putschistes ont lancé ce matin l'assaut final contre le siège du gouvernement. Au moins 13 personnes sont mortes, mais le Premier ministre, Joseph Kofigo, est sain et sauf. Il s'est entretenu cet après-midi avec le chef de l'État, le général Eyadema, qui a pour la première fois condamné fermement les auteurs du soulèvement militaire. Correspondance de Jean-Pierre Gallois de l'AFP Audio. Coup de force ou coup d'État, on ne sait trop comment qualifier ce qui vient de se produire au Togo. Une chose est sûre en tout cas, le Premier ministre Kofigo ne détient plus le pouvoir. À travers sa chute, c'est tout le processus de démocratisation en cours depuis 3 mois que les militaires ont voulu faire cesser. Dès l'aube, ils ont lancé l'assaut contre le siège du gouvernement. Le premier bilan fait état de 17 morts, mais tout porte à croire qu'il sera plus élevé vu la violence de l'assaut. En début de soirée, les habitants de Lomé s'apprêtaient à vivre leur 4e nuit de couvre-feu. Beaucoup sont amers ce soir. Amers d'assister au retour de ces militaires dont ils ont déjà dû supporter le pouvoir pendant près de 25 ans. Amers surtout de constater que la France les a lâchés. Ils ne veulent rien entendre aux explications politico-diplomatiques. Pour eux, les choses sont simples. Il y avait 300 militaires français prêts à intervenir et ils n'ont pas bougé. Abidjan, Jean-Pierre Gallois, AFP Audio. Retour en France avec la réouverture d'une enquête qui va sûrement susciter des polémiques. Vous vous souvenez certainement de l'explosion qui avait détruit un immeuble et qui avait fait 13 morts à Toulon. On avait toujours cru à une explosion due au gaz, mais aujourd'hui un expert privé remet la thèse officielle en cause et parle d'explosifs. Robert Papin. Des traces d'explosifs ont été découvertes sur des débris émanant d'un cabinet dentaire qui se trouvait au premier étage de l'immeuble soufflé. C'est ce que révèle une analyse confiée par l'Association des familles des victimes au Centre d'application et de recherche en microscopie électronique, le CARM. Ce que je constate, c'est la présence massive, effectivement, de ces résidus de charges pyrotechniques dont il convient maintenant d'essayer d'expliquer l'origine. Disons que ce rapport nouveau nous permet de justifier la demande qui avait été faite de contre-expertise, car il apporte au juge d'instruction des éléments faisant ressortir que tout n'a pas été véritablement effectué pour que la vérité soit connue de tous. Et ce qui importe aux familles, avant tout problème d'indemnisation, c'est la vérité. Une première expertise avait en effet conclu à une explosion au gaz consécutive à un suicide d'une habitante de l'immeuble. Pourtant, les responsables locaux de Gaz de France avaient émis des doutes sérieux sur cette hypothèse. L'immeuble, appelé Maison des Têtes en raison des nombreuses gargouilles dont il était décoré, était un immeuble classé situé au centre de Toulon à 2 pas de la mairie. Affaire immobilière, affaire de terrorisme, cette révélation relance l'enquête. Les avocats ont demandé une contre-expertise et la constitution d'un collège d'experts. On n'a toujours aucune nouvelle ce soir du petit Hervé, disparu depuis 4 jours. Les recherches ont repris dès ce matin en Belgique et malgré plusieurs témoignages, elles n'ont rien donné. Le petit garçon de 11 ans est autiste, il ne peut donc pas répondre aux appels des sauveteurs. FR3 Lille, Claude Tronel. C'est près d'un bassin de décantation d'une sucrerie de Givy à la frontière franco-belge qu'une chaussure d'Hervé a été trouvée par un particulier. Une basket qui a bien été identifiée par le père du garçon. Les recherches ont repris toute la journée en Belgique où des volontaires de la Croix-Rouge ont ratissé la région, mais en vain. Cela fait maintenant 4 jours et 4 nuits qu'Hervé, 11 ans, a disparu. Un garçon autiste, impossible pour lui de s'exprimer. Ces enfants, à chaque fois qu'ils se trouvent devant une situation nouvelle, c'est exactement comme s'ils devaient tout réapprendre ce qu'ils devraient faire dans ces circonstances-là. Ça veut dire que tout se passe comme si les expériences acquises précédemment ne servent pas ou ne sont pas immédiatement utilisables pour se situer correctement dans la situation présente. Ouais, merci. Est-ce que, je sais pas, Selon les médecins, les enfants autistes présenteraient une résistance plus importante que d'autres dans ces situations extérieures particulières comme le froid. Les recherches se poursuivent ce soir en Belgique avec de nombreux volontaires. Après 4 nuits, même si Hervé couche dehors et ne se nourrit pas, les enquêteurs gardent encore l'espoir de le retrouver vivant. S'il vous arrive de faire des chèques sans provision, sachez qu'une nouvelle loi va être présentée et sûrement votée ce soir à l'Assemblée nationale. Elle sera plus sévère et plus rigoureuse si vous êtes récidiviste. Elle prévoit notamment des amendes. De leur côté, les commerçants bénéficieront d'un nouveau système pour détecter les possibles chèques en bois. Application en juillet 92. Explication, Samuel Costa, Patrick Milleriou. 30 000 commerçants ont déjà investi 12 000 francs dans la machine connectée au fichier. Prix de la consultation, 1,30 franc. Par exemple, là, on sait que les chèques volés ou les chèques frappés d'opposition, on est sûr de ne jamais être payé, ça signale rouge, d'accord, c'est bon. Si on pourrait avoir la même chose sur les chèques sans provision, parce que quelqu'un qui est fiché à la Banque de France, donc qui n'a plus le droit de se servir de son carnet de chèques
et continue délibérément à venir se servir de son carnet de chèques, donc il sait qu'il n'a pas le droit de faire des chèques et il fait des chèques, donc ces gens-là, ce serait bien si on pourrait les prendre. La machine ne délivre qu'un des deux mots, rouge ou vert. Le commerçant n'en saura pas plus sur son client. Si le chèque a été déclaré, perdu ou volé, le fichier de la Banque de France, qui reçoit des informations des banques, de la gendarmerie et de la police, informe la machine sans autre indication. Si le projet est adopté, ce commerçant pourra aussi éviter une partie des chèques en bois. Il ne s'agit pas pour le commerçant d'avoir accès au fichier des interdits bancaires qui comporte actuellement 1 million de noms, mais simplement de vérifier si le chèque qu'on leur remet en paiement est oui ou non un chèque qui est émis par une personne autorisée à l'émettre. Autre volet de la nouvelle loi, les mauvais payeurs pourront se racheter en payant d'abord le chèque sans provision et en acquittant une amende. Quant à la garantie bancaire sur les chèques jusqu'à 300 francs réclamés par les pompistes, la réponse du gouvernement et des banques est un non ferme et définitif. La grève des dockers est suspendue depuis ce matin, sauf à Rouen, où le mouvement continue. Cela n'empêche pas l'ensemble des dockers d'être opposés au plan de réforme prévu par le gouvernement. Le gouvernement qui affirme que nos ports ne sont plus compétitifs par rapport à d'autres sites européens. Qu'en est-il exactement? Voici un état des lieux dressé par Agnès Molinier. Ici, dans le port de Rotterdam en Hollande, le trafic en une année est équivalent à celui de l'ensemble des ports français, soit près de 300 millions de tonnes. Le port néerlandais est sans conteste le leader en Europe, loin devant Anvers et Marseille qui tous deux se talonnent. Marseille est le premier en Europe du Sud, loin devant Gênes et Barcelone. Ces dernières années, la position des ports français n'a cessé de se dégrader. De plus en plus, les importateurs préfèrent les ports du Nord. En 90, un tiers des marchandises destinées à la France sont passées par Anvers ou Rotterdam. Principale explication, ça coûte moins cher, même si l'acheminement est plus long. C'est surtout la main-d'œuvre qui pèse dans la balance. Pour le ministère de la Mer, elle coûte 30 à 50% plus cher en France. Un exemple, il faut 4 à 8 hommes pour décharger un conteneur à Anvers ou Rotterdam, contre 18 au Havre. En 86 déjà, un premier plan social a diminué les effectifs de 23% pour les ramener à 8400. Aujourd'hui, les sureffectifs sont estimés à 4000. Et si les dockers sont encore en grève, c'est qu'ils refusent que la réforme de leur statut entraîne des suppressions d'emplois massives. Situation très tendue ce soir à la frontière franco-espagnole. Des milliers de poids lourds sont bloqués depuis 2 jours par la grève des transitaires. Ils protestent contre la disparition de leur activité qui sera effective avec l'abolition des frontières en 93. Reportage Dominique Langa, Philippe Rive. Un cadenas sur la frontière, un symbole pour les transitaires en douane qui craignent en 93 de devoir pour de bon mettre la clé sous la porte. 1er janvier 93, l'ouverture du marché unique européen se traduira notamment par une suppression des formalités douanières. Ces formalités qu'accomplissent chaque jour les transitaires pour le compte des clients, des transporteurs ou de l'État. Ils sont en quelque sorte ceux qui absorbent pour tous les difficultés dues au passage d'une marchandise à une frontière. On les a toujours résolus dans le meilleur des cas pour servir tout le monde, l'économie, les clients, les routiers. Et puis nous, là-dedans, on se demande un peu à quoi on sert. On se débarrasse de nous comme si on était un vieux mouchoir usé, quoi. Personne ne prévoit rien pour nous, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir comme aide, on ne sait rien. On est dans le noir le plus total à 400 jours de l'échéance. À Hendaye, ils sont 230 travaillant dans 30 entreprises. Et les 900 camions qu'ils traitent chaque jour rapportent chaque année à l'État 2 milliards 300 millions de francs. Au total, ils sont 15 000 en France et 85 000 dans toute la communauté. Après Hendaye, Fréjus et le Mont-Blanc vont suivre le mouvement cette semaine. Les Espagnols pourraient s'y associer dès demain. Les Jeux Olympiques, un atout pour la Savoie. Les professionnels du ski se posent en tout cas sérieusement la question. Effrayés par les JO, les touristes désertent ce département, mais se ruent en revanche dans les stations de Haute-Savoie où on se frotte les mains. Reportage Valérie Chastelan, Jean-Pierre Limone. Constatation, nos concitoyens sont fâchés avec la géographie. Pour eux, la Savoie, la Haute-Savoie, les Alpes et les Jeux, c'est la même chose. Pourtant, ces skieurs singapouriens rencontrés au Contamine, eux, connaissaient. C'est où, Albertville? C'est la France. les Alpes. Oui. Arrière. Et est-ce que c'est près d'ici? Ah, c'est arrière, moi. Nos clients font souvent un amalgame entre
donc la Maurienne et la Tarentaise, donc, et ici donc la Haute-Savoie. Les questions qu'on nous pose, c'est de savoir donc si on est concerné par les Jeux, si les accès seront difficiles et si les pistes donc ne seront pas saturées à l'occasion des Jeux Olympiques. Deuxième constatation, une fois les rectifications géographiques faites, la Haute-Savoie enregistre d'une manière générale une hausse sensible de ses réservations, que ce soit pour Noël ou pour février. Pour la période des JO, on avait effectivement jusqu'au mois d'octobre une fréquentation, enfin une demande de location qui était à peu près identique à celle que nous connaissions, à la demande que nous connaissions pour l'hiver 1990-1991. Alors maintenant, c'est avec beaucoup de plaisir effectivement qu'aujourd'hui je peux vous annoncer que notamment depuis le début du mois de novembre, nous avons une forte demande, notamment pour les semaines de février, et que cette demande est considérée comme supérieure de environ 20%. Les professionnels du tourisme prévoient un remplissage qui s'effectuera plus tardivement quand les skieurs auront fini par intégrer leur géographie. L'une des plus grandes expositions du siècle débute aujourd'hui à Paris. Les plus belles silhouettes de Giacometti sont réunies au musée d'art moderne. Regardez, c'est magnifique. Gérard Tavera, Guy Nevers. Quand mes doigts creusent le plâtre, c'est pour y chercher derrière la peau les ossements du crâne et les vertèbres, tout l'écorché de l'homme. Autoportrait vers 1950. Absence, souffrance, solitude, fragilité de l'être, quête de l'indicible. Stalagmites humaines comme des arbres en hiver. C'est quelqu'un qui résumait, j'allais dire à la fois, dans une attitude totalement universelle, une attitude archaïque, une attitude d'un modernisme extrême, dans un temps totalement intemporel. Elles sont au fond du temps, à l'origine de tout, dit Jean Genet. Elles n'en finissent pas d'approcher et de reculer dans une immobilité souveraine, l'homme qui marche dans sa solitude vers le néant. C'est une œuvre qui, au fond, a été fondée sur la conscience de l'échec en permanence. C'est quelqu'un qui dit n'avoir jamais réussi. Il a fait de cette absence de réussite même une œuvre d'une présence exceptionnelle. Il recherchait moins la ressemblance que l'homme réduit à un fil dans le délaissement du monde absurde, sans croyance, mais il portait à sa femme Annette une attention toute particulière. Il fut l'élève de Bourdelle, auteur d'un Héraclès archer, la femme cuillère lors de sa traversée du surréalisme. L'humour avec ce chat dont la queue s'achève par un museau. Et ce chien affamé. Je me suis senti comme un chien, alors j'ai fait cette sculpture, écrivit-il. L'art de Giacometti, écrit Jean Genet, me semble vouloir découvrir cette blessure secrète de tout être et même de toute chose, afin qu'elle les illumine. Fin de ce 19-20, le prochain rendez-vous avec la rédaction, 22h15, soir 3 présenté par Marc Hautemont. Dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touret. À demain 19h. Bonsoir.